Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier, cette série de 2 ateliers offerts par Camille Mondor et Martin Merlino de Elio sur la transition éco-responsable de nos organisations, de nos entreprises. Cette activité-là prend part dans le cadre de la programmation de la communauté des Forces fraîches, qu'on présente comme une communauté bienveillante pour porteurs de projets en région. Juste par curiosité, en levant la main, qui ne connaît pas les Forces fraîches? Génial, bienvenue. Donc, rapidement, les Forces fraîches, l'intention des Forces fraîches, c'est de mettre en réseau les porteurs de projets qui veulent avoir un impact positif dans leur communauté, un peu partout au Québec. Donc, on vous offre des ateliers d'intelligence collective, des ateliers gratuits, des formations données par la communauté, comme aujourd'hui. Il y a un groupe Facebook des Forces fraîches que vous pouvez aller rejoindre gratuitement sur Facebook. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à Martin et Camille parce que c'est pour vous entendre qu'on est là aujourd'hui. Martin, Camille, bonjour, bienvenue. Merci. Merci, c'est sympa de voir tout le monde. D'abord, oui, je vous recommande vivement d'aller vous connecter sur les Forces fraîches. C'est vraiment un groupe qui est génial, avec lequel j'ai eu le plaisir d'intervenir à 2-3 reprises et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. On essaye de tenir dans un délai très court pour faire quelque chose d'impossible et on vous demande toute votre bienveillance parce que c'est la première fois, Camille et moi, qu'on vous présente une méthodologie qui est issue de plein d'affaires et qui a pour objectif de vous armer d'une méthodologie simple, intuitive, pour vous permettre de faire vos premiers pas dans une transition éco-responsable. On a un deal avec vous, c'est qu'on adorerait, c'est la première fois qu'on le présente, qu'on monte cette formation. N'hésitez pas à travers le canal que vous voudrez pour nous donner vos feedbacks, ça va nous aider. C'est un peu le deal qu'on vous fait. On vous amène ça avec un immense plaisir et si vous avez des retours à nous donner, que ce soit à l'issue de cette première rencontre ou de la seconde, on est super preneurs parce qu'on a fait travailler ce projet-là pour essayer de vous simplifier les choses. J'espère qu'on va réussir à le faire, mais si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous donner du feedback. On est preneur. Moi, je m'autonome coach de marque et de ceux qui la font vivre. Je suis dans le développement durable depuis quelques années et j'interviens sur de l'aide dans la planification stratégique en développement durable notamment. Et Camille, super Camille, je l'appelle, est consultante chez Elio et bien meilleure que moi dans tous les détails des développements durables. Et donc, je vais être à l'écoute et c'est elle qui va en raconter un maximum. Et je te laisse la parole, Camille. Merci, Martin. Bonjour tout le monde. Très contente d'être ici aujourd'hui pour parler développement durable avec vous et pour tester la méthodologie. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Elio, on est une firme de consultation en développement durable. Donc, notre cœur de métier, c'est de faire de l'accompagnement stratégique en développement durable, donc de préparer des plans stratégiques. On fait aussi un paquet d'autres choses. On fait, avec Martin, on travaille beaucoup avec les entreprises sur la raison d'être puis le positionnement de marque. On fait également beaucoup de mesures d'impact, que ce soit des mesures, des bilans GES, des analyses de cycle de vie. C'est peut-être des termes qui vous sont encore inconnus. On va passer vite sur le sujet aujourd'hui, mais si jamais vous avez des questions sur nos services, n'hésitez pas à contacter Martin ou moi. On fait énormément beaucoup de formation puis d'accompagnement. Mais de manière générale, c'est tout ce qui englobe la stratégie en développement durable. Rapidement, on a travaillé avec plusieurs clients, dont Cheval Love qui est présent aujourd'hui, que j'ai vu. Martin, tu leur as dit allô. Tu peux passer à la prochaine slide, Martin. On a travaillé avec Camic, donc ceux qui font les bottes. On a travaillé avec Moisson Montréal. On a fait des plans de développement durable pour le parc Jean-Drapeau. On a travaillé avec l'École des entrepreneurs. Donc, on a travaillé avec un paquet d'organisations sur différents sujets. Donc, on a une expertise assez diversifiée. Puis voilà, là, Elio existe depuis environ 2013, mais notre présidente travaille depuis 2002 en développement durable. Donc, on a un grand écosystème qui peut vous être utile certainement. Martin, tu peux passer à la prochaine slide. Donc, rapidement, aujourd'hui, ce qu'on va voir avec vous, c'est les concepts clés du développement durable, mais surtout les enjeux importants du développement durable. On va faire un diagnostic qui est très simplifié,
pour que vous puissiez comprendre l'essentiel des enjeux dans votre organisation. On va vous présenter une méthodologie qui est plus intuitive puis un peu moins théorique. Puis, l'objectif de ces 2 ateliers-là, c'est vraiment de ressortir avec des exercices qui sont concrets, que vous allez pouvoir utiliser dès aujourd'hui, dès demain dans votre organisation. Puis, bien entendu, d'avoir un échange. On est ouvert à la critique, à l'amélioration, puis on est ouvert aussi aux suggestions que vous avez pour votre organisation, mais aussi pour les autres organisations. On va essayer de tenir dans 1 heure. Le challenge est élevé. Donc, s'il y en a qui veulent rester après, une petite demi-heure de plus après, on restera dispo. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le premier atelier de 2 ateliers. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment pour vous expliquer les enjeux du développement durable et faire votre diagnostic. Et dans le 2e atelier, on va vraiment revenir sur le diagnostic, on va vraiment plus échanger. Puis, on va commencer à établir des actions aussi. Donc, c'est un atelier c'est 2 ateliers qui se complètent bien. C'est important d'être là aux 2 ateliers si vous voulez ressortir avec quelque chose de concret. Petit truc, dans la section du chat, il y a un dossier qui a été posé, qui est la boîte à outils. Je vous invite à le télécharger, on va l'utiliser plus tard. Petit truc pour essayer de comprendre un peu où vous en êtes. En une image et peut-être à main levée ou dans le chat, gravir cette montagne de la transition éco-responsable, où est-ce que vous vous situez les uns et les autres? Est-ce que vous êtes au point de départ, il ne s'est rien passé dans votre vie à ce sujet-là? Est-ce que vous êtes à 2 doigts de gravir la première montagne? Avez-vous gravi la montagne, mais vous êtes planté, donc retombé plus bas et vous êtes prêt à redécoller? Vous êtes déjà en haut, au soleil, avec une approche éco-responsable de votre organisation, qu'elle soit petite ou grosse, peut-être avec juste un doigt, 1, 2, 3, 4, 5, ça nous aiderait juste à comprendre où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous avez le sentiment? Étienne, je vois. 2, OK. J'ai pas toutes les images. Il y a des 2 et des 3, j'ai l'impression, Martin. OK, ça me surprend pas. OK, ça donne une bonne idée de là où vous êtes. Donc, le contexte du développement durable, comment on a décidé de vous l'expliquer? On l'a vraiment simplifié parce qu'on ne voulait pas non plus rentrer dans tout ce qui est nous sommes dans une grosse crise environnementale, c'est important d'agir, etc. Je pense que cette phase-là est comprise par la plupart d'entre vous. Puis si vous nous avez dit que vous êtes à 2 ou à 3, bien, ça confirme ce qu'on pense. Donc, on a décidé d'y aller, de vraiment faire globalement ce qui se passe, puis pourquoi on parle de développement durable, puis de vous expliquer un peu c'est quoi les normes qui existent, puis sur quoi on peut se baser aujourd'hui. Donc, déjà, pour commencer, ça sort d'où le développement durable? En fait, c'est quelque chose qui a commencé à apparaître comme une solution aux crises sociales, qui est une solution aux crises environnementales auxquelles l'humanité a fait face. Donc, à cause de la mondialisation, il y a plusieurs années, il y a eu des inégalités sociales qui ont émergé, qui ont été de plus en plus flagrantes. Puis, en fait, en plus de ça, il y a eu une croissance démographique qui a amené des questionnements comme comment subvenir aux besoins de la population en termes de ressources essentielles comme l'eau, comme la nourriture, comme la santé, comme l'éducation. Mais tout ça en protégeant la biodiversité puis la lutte contre les changements climatiques. Donc, cette question-là a émergé. Puis, en fait, le développement durable est un peu venu comme réponse à cette question-là. Martin, tu peux changer. Puis, plusieurs années plus tard, il y a eu un rapport de Brundtland, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a vraiment concrétisé le terme du développement durable. Puis, si vous vous posiez la question, la vraie définition du développement durable est la suivante. Donc, c'est vraiment un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc, c'est un développement qui respecte et la nature et l'humain. Puis, c'est souvent l'humain est oublié dans le développement durable. On pense souvent au développement durable, environnement, mais l'humain et la société est tout aussi importante.
Et puis, ça, c'était un peu pour vous mettre en contexte, vous expliquer un peu d'où sort le développement durable, puis c'est quoi le développement durable. Mais je vous ramène aujourd'hui, puis vous vous demandez peut-être pourquoi on parle de développement durable, ou peut-être que vous le savez, mais en fait, les consommateurs ont des demandes qui augmentent, notamment à cause de la pandémie. Il y a eu des statistiques qui sont sorties récemment qui disaient qu'il y avait quand même 92 des consommateurs qui pensent que les pratiques de développement durable dans le milieu des affaires devraient être un standard. Donc, ce n'est pas un plus, c'est vraiment quelque chose que les gens regardent comme un standard aujourd'hui. Ensuite, une deuxième statistique qui est super intéressante, c'est que 90 des consommateurs qui considèrent que les entreprises puis les marques ont la responsabilité de prendre soin de la planète et de ses habitants. Donc, ce n'est pas seulement de la responsabilité du gouvernement et des politiciens, mais aussi des entreprises. Ensuite, il y a plusieurs consommateurs là, qui pensent que les entreprises qui ne pratiquent pas, qui n'ont pas des pratiques de développement durable devraient être sanctionnées. Donc, c'est simplement des statistiques qui vous mettent la puce à l'oreille comme quoi c'est plus que temps d'agir. Mais bon, étant donné que vous êtes à D2 puis D3, je pense que c'est des choses que vous savez déjà. Je vais maintenant laisser la parole à Martin qui va, Oui, rentrer. là encore, très vite, des chiffres que vous connaissez, mais c'est une certaine forme d'obligation aujourd'hui. J'imagine que comme tout le monde, vous avez des enjeux de rétention et d'attirer des talents chez vous. La nouvelle génération demande à ce que les organisations soient responsables sous une forme ou sous une autre. Le salaire est devenu un second critère. L'impact positif est devenu plus important, ce qui est assez récent. Autre chose, c'est que la situation mondiale change. Libéralisme économique à bout de souffle, environnement qui surchauffe, etc., pandémie qu'on vient de vivre, conflits internationaux, tensions sociales. Ce que ça amène, ça, c'est que les attentes envers les marques ont vachement évolué et on attend plus d'elles. Et notamment, 82% des gens considèrent que les gouvernements ne trouveront pas de solution, ce sont aux marques d'agir. Et donc, le besoin que l'on a en ce moment, qui est prioritaire, et qu'on attend des marques, c'est la recherche de justice, d'équité, besoin de réimmunisation, de réensauvagement, la quête de sens, la compassion, la bienveillance, l'humilité, la transparence, l'authenticité, le sens des responsabilités envers la Terre et les humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marques purement transactionnelles ou fonctionnelles sont en train de disparaître au profit des marques engagées. Vous connaissez ce why, ce how, ce what de Simon Sinek, mais le comment on fait les choses est devenu aussi important de pourquoi on fait les choses. Et pour vous donner une lecture très simple dans la différence, une banque à gauche va avoir une histoire à raconter qui dit qu'ils offrent des produits de financement d'assurance en s'assurant que les produits soient adaptés à chaque situation, parce que nous avons à cœur de vos satisfactions. Prenez toutes les banques, c'est leur façon de raconter leur offre, c'est leur vision, c'est leur mission. Le tonnette de recommandation, donc le nombre de fois que vous allez dire du bien de cette banque, c'est l'indicateur de succès. Prenons un exemple de coopérative. Le discours n'est pas le même. Nous vous aidons à sécuriser votre patrimoine par des conseils bienveillants, comme nous le ferions avec un membre de notre famille, parce que nous sommes une coopérative qui place vos intérêts avant les nôtres. Vous l'avez peut-être reconnu. C'est le tonnette d'endettement qui est devenu indicateur de succès. Pourquoi? Parce que si les familles, les patrimoines, si l'endettement est une nuisance, et pour le bien-être des populations, il y a un switch qui est en train de se faire au niveau des coopératives. Ça, c'est à droite. On a une vision relationnelle et non purement transactionnelle. Donc, on attend plus des organisations et l'engagement vers le développement durable devient une certaine forme d'obligation. Donc, allons-y pas à pas et calmement. Puis, je redonne la parole à Camille. Oui. En fait, quand on parle de développement durable, il y a plusieurs mots qui nous viennent en tête. Il y a éco-responsabilité, entreprise, déchets, GES. Il y a un paquet de mots, il y a un paquet de concepts. Nous, ce qu'on voulait vous faire ressortir aujourd'hui, c'est dans tout ce bazar où on peut commencer. Puis, en fait, on commence par la base. On commence par les concepts clés du développement durable. Donc,
pour ceux qui ne le savaient pas, ça reprend un peu la définition du rapport de Brundtland. Le développement durable, ça a trois grandes dimensions super importantes. C'est les trois piliers du développement durable qu'on appelle en anglais les three bottom lines. Donc, on a l'aspect environnemental. Donc là, c'est important d'avoir une planète qui est en santé. On veut avoir des ressources pour pouvoir continuer à vivre dans le futur. C'est important d'avoir aussi une société prospère, donc d'où le volet social, d'avoir une société qui est inclusive, qui règne dans l'acceptation, dans l'inclusion, puis dans le bien-être de nos pairs. Donc, c'est un peu ce que ça regroupe. Et finalement, on a la sphère économique. Donc, quand on parle de sphère économique, c'est vraiment quand on parle des modèles économiques qu'on aimerait qu'ils perdurent dans le temps, donc qui répondent également au principe de la responsabilité sociale. Ce qui est important de savoir, c'est que les trois sphères sont interdépendantes l'une de l'autre pour obtenir la durabilité. Donc, vous ne pouvez pas, en tant qu'organisation, décider de mettre tous vos œufs dans le même panier et dire, nous, on va être super bons en environnement. Par contre, on va prendre des produits qui, par exemple, exploitent des enfants. Bon, là, c'est un peu extrême, mais ce qui veut dire que pour avoir un modèle d'affaires qui est durable, vous devez faire les trois en même temps et c'est ce qui amène la durabilité, là. Donc, le petit durable qui est entouré au milieu. Ce matin, je suis allée au Palais des Congrès, puis il y a une dame qui a fait une métaphore qui était super intéressante, qui disait que le développement durable, c'était comme un gros éléphant. Si on avait à le manger, comment on ferait? Puis il y a quelqu'un qui a répondu, tu y vas petite bouchée à la fois. Là. Si on avait à manger un énorme éléphant, on ne pourrait pas le manger d'un coup. Donc, c'est un peu la méthodologie qu'on vous propose aujourd'hui. On vous propose une petite bouchée par la fois qui est inspirée par une méthodologie qui est québécoise, par la certification éco-responsable qui a été inventée par le CID, qui est le Conseil des industries durables. Donc, c'est une certification à 4 niveaux. Là, je ne rentrerai pas dans les détails de la certification, mais qui est auditée par le gros groupe Écossaire. Puis, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est basé. On s'est basé sur cette méthodologie-là. Puis, cette méthodologie-là, à elle-même, elle est basée sur 3 normes. Martin, je pense que tu peux changer. Donc, 2 normes internationales. Donc, les objectifs de développement durable que vous avez sûrement entendu parler, là. Donc, il y a 17 objectifs de développement durable qui ont été développés par l'ONU. Puis, c'est aussi une démarche qui est alignée sur une autre norme internationale qui s'appelle ISO 26000, qui est vraiment pour tout ce qui est responsabilité sociétale, et également sur une norme québécoise, donc la BNQ 21000. Donc, c'est une démarche qu'on teste avec vous aujourd'hui, mais qui est quand même basée sur quelque chose de plus gros, des normes internationales et québécoises. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vous proposer une autre logique qui nous semblait plus intuitive. La logique est la suivante. C'est de partir de vous. C'est quelle est ma vision, ma mission, ma raison d'être. On va travailler un peu là-dessus aujourd'hui. Ensuite, descendre sur mon organisation. Ensuite, tomber sur mes collaborateurs, les pratiques et les impacts visés. L'idée, c'est évidemment de commencer par vous parce que pour réussir à faire une transition éco-responsable, il faut que l'organisation, sa gouvernance, quelle qu'elle soit, ait cette espèce de conviction que c'est une approche globale qu'il faut avoir et que ça devient le central. Je vous ai mis dans la boîte à outils d'ailleurs un article qui est super intéressant sur, on va en discuter un peu, vision, mission versus raison d'être. Aujourd'hui, la raison d'être est en train de remplacer la vision et la mission. Article super intéressant, un lien sur le Harvard Business Magazine ce matin qui explique les raisons pour lesquelles il faut commencer par la recherche de cette raison d'être. Et c'est ce qu'on va essayer de faire rapidement ensemble. Pourquoi c'est important la raison d'être? La mission, la vision, le modèle qui a toujours existé, c'est ce que je fais aujourd'hui, la mission, et ce que je ferai demain, la vision. Et la mission et la vision répondent à mes besoins actuels en tant qu'organisation. Au regard de compétences qui sont disponibles aujourd'hui, en fait, c'est l'intention s'encapsule dans une situation qui porte une stratégie d'affaires. Votre stratégie d'affaires est portée par la mission et la vision. C'est ce que je sais faire aujourd'hui, c'est mon métier et il pourrait évoluer vers la vision telle que je vais la définir. La raison d'être, elle est ailleurs. La raison d'être, c'est ce que je suis et ce que je serai
pour répondre à des besoins émergents de société, besoins de collaborateurs au niveau de la planète, de l'environnement, peu importe le sujet, au regard de mes actifs disponibles aujourd'hui ou ceux à venir. Ça veut dire que si aujourd'hui, je donne un exemple que j'ai abordé récemment, une organisation qui a 62 développeurs qui font du code informatique pour produire des sites web, je vais le simplifier, ben en fait, ils réalisent que toutes ces personnes, s'ils donnaient 1 heure par semaine et se projeter sur un besoin de société, ben, ils pourraient produire un site communautaire en un rien de temps. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un besoin communautaire qu'ils ont détecté. Ils se sont dit, ben, on va se réunir. Et leur raison d'être est devenue de offrir des heures pour créer ce site web qui va répondre à des besoins émergents de la société. Donc, la raison d'être ne se limite pas à ce que vous êtes fait aujourd'hui, c'est une destination qui porte un projet de société et rien ne vous empêche de dire si aujourd'hui je fais ça, et ben demain je pourrais faire ça. Et ça s'inscrit dans la raison d'être. La raison d'être est le levier central, l'intention principale qui émerge d'un projet de développement durable. Je le résume. La raison d'être est en train de prendre la place de la vision et la mission. En tout cas, elle la complète. La raison d'être, c'est un projet de société. C'est une histoire qui va mobiliser. C'est un levier d'engagement de vous, de votre communauté, de vos parties prenantes. C'est une destination d'entreprise qui est liée à des engagements concrets, à des comportements renouvelés, à des indicateurs de responsables, donc pas juste mes revenus en termes de chiffre d'affaires, mais les bénéfices et les impacts que je réalise à travers ma raison d'être, pour répondre en fait à une nouvelle réalité. Je vous bouscule un peu, mais cette nouvelle réalité, c'est que nous savons. Nous savons que dans plein de domaines, économiques, social, environnemental, on va dans le mur, les prochaines générations vont dans le mur, d'où cette pression sociale des consommateurs et de la société au regard des marques. Nous sommes la première génération qui sait qu'elle va devoir lutter pour la survie de son espèce dans 1, 2, 3 générations. Pas tout le monde. En tout cas, c'est une réalité qu'on n'a jamais connue dans l'histoire de notre humanité, d'où cette pression énorme. Alors, la raison d'être, évidemment, vient lutter contre quelque chose. Donc, la raison d'être, la mécanique pour trouver cette raison d'être, c'est de partir d'un point de vue. Un point de vue, c'est que les baleines sont en train de mourir et c'est anormal, ou un point de vue, c'est que les collaborateurs souffrent d'une tension extrême, ou quel que soit votre point de vue, il va porter un combat. L'intention de résoudre un sujet de société très local ou très mondial. De ça émerge une raison d'être, et cette raison d'être amène à prendre des engagements. Donc, je vais vous donner une illustration. Le principe, c'est de dire quoi? Le point de vue, c'est que le modèle n'est plus adapté aux besoins émergents, à mes valeurs, peu importe le sujet. Donc, j'ai un combat lié à ce point de vue. Je veux revoir, changer, enrichir un modèle désuet, influencer mes parties prenantes et la société, revoir mes façons de faire ou d'être, mobiliser mes compétences, mes intuitions, mes actifs disponibles pour exercer ce combat, réaliser ce combat. Votre raison d'être est donc le résultat de ça. Je veux faire différemment pour offrir une alternative crédible et responsable, porteuse de sens pour moi, mes équipes, ma communauté, etc. Et de là émergent des engagements, les engagements de revoir mes façons de faire et d'être pour honorer les attentes minimum de mon industrie, ce qu'on appelle la dette. On va y revenir tout à l'heure. La dette, c'est ce que vos industries vous dictent de faire. Je suis un garage, le minimum que l'on attend de moi, c'est de recycler mes huiles usagées, mais non pas de les lancer dans la rivière d'à côté. Et chaque industrie a une attente, une dette à honorer dans tous les domaines du développement durable. Elle est différente du don. Le don, c'est ce qu'au-delà de la dette, vous allez faire. Par exemple, si votre intention au niveau de votre raison d'être, c'est de faire du bien autour de vous et d'être bienveillant, vous allez, dans la relation avec vos collaborateurs, avec votre client, avec vos fournisseurs, etc., avoir un engagement de bienveillance. Si vous voulez aller plus loin que ça, pour nourrir cette intention, cette raison d'être, donc être bienveillant par exemple, vous devez créer un don de marque. C'est de ça dont on va parler quand on va parler de votre marque, c'est ce don de marque, cet élément de différenciation qui vous rend plus fort que la moyenne des joueurs de votre industrie,
Je vous donne un exemple que j'aime bien. Une boîte de fringues en Espagne qui est sur le territoire de la bienveillance, qui a décidé que chaque personne qui rentrait dans le magasin, il leur offrait un hug ressenti et très fort. Et il y avait, une journée après, il y avait un line-up pour entrer dans le magasin parce que chacun voulait avoir son hug. Ça, c'est le don de marque, c'est ce qu'on retient de différents, c'est l'élément de différenciation de la marque. Un don de marque, idéalement, nourrit votre raison d'être. Et pourquoi c'est important de trouver cette raison d'être? Parce que ça a un impact sur l'ensemble de votre organisation, sur votre politique de RSE, votre gouvernance, votre point de vue, vos actions et communications, votre positionnement, votre promesse client, votre expérience employée. Cette raison d'être va changer votre façon d'être et de faire, votre façon simplement d'œuvrer avec votre projet d'organisation, et évidemment, votre raison d'être va se retrouver au niveau de l'impact économique, environnemental et social. Une raison d'être, ça peut être assez simple à trouver. C'est l'exercice qu'on va essayer de se faire. Dans cette formulation-là, moi, ce que je vous invite à faire pendant 5-7 minutes, de réfléchir dans votre coin, une raison d'être, c'est une histoire à raconter. C'est une formulation qui dit « je crois ou je pense ou j'affirme que », alors je veux agir, me battre pour quelque chose ou contre quelque chose. Pour réussir, je vise à, ça c'est l'expression de la raison d'être, et je le démontre je le démontre par des engagements, c'est-à-dire d'honorer les attentes minimums que l'on attend de moi ou de créer un don de marque qui est différenciant. Je donne un exemple d'une marque avec laquelle j'ai travaillé récemment qui est je considère que le monde, l'industrie de l'électroménager est un monde qui bouffe de l'eau, de l'énergie, qui a un impact très négatif sur la société. Je crois que, et que les codes promotionnels, dépêchez-vous, c'est le dernier que j'ai à vous vendre, etc., ne correspondent pas aux besoins d'une nouvelle génération. Alors, je veux agir contre ce modèle et pour réussir, je veux réinventer le monde de l'électro. Et je le démontre comment? Je recycle, je crée des produits détergents qui sont biodégradables, j'enlève la participation, pardon, la part de salaire variable sur le volume de vente à mes employés, etc., etc. Donc, je n'aime pas une industrie, je veux me battre contre. Pour réussir, je la réinvente et je démontre que. Donc, l'exercice qu'on vous demande de faire en 5, 7, 8 minutes max, c'est d'essayer d'écrire cette phrase. La complexité, c'est de rendre ça le plus court possible pour que ça crée une histoire. Et ce que on vous donne 7-8 minutes pour y penser. Et ceux qui veulent la partageront pour qu'on essaie de comprendre si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et pendant ce temps-là, Camille va vous chanter une petite chanson pour meubler le 7 minutes de vos réflexions. C'était pas ça que tu avais prévu? Non, je pense que ça va être correct. Je n'ai pas la voix la plus mélodieuse. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est clair l'exercice pour tout le monde ou sinon vous intervenez si ça n'est pas clair? Oui, Cathy, il faut que tu Oui, j'ai une question. Cette Ouais. méthodologie s'applique-tu juste en contexte entreprise ou ça peut être aussi personnel? Personnel, OK, totalement. là, la C'est le même question que vous posez, exercice. c'est personnel. OK. Non, c'est au niveau de. Je vous propose de le faire pour l'organisation que vous avez entre les mains. Ceci dit, si ça n'est pas le cas, faites-le à titre personnel. Parfait, Je merci. vous expose la mienne. La mienne, c'est être bien pour faire du bien. Ça, c'est une raison d'être. Je vous abandonne 2 secondes parce qu'il y a mon chien qui veut sortir. J'arrive, pardon. Bon, de toute manière, on va vous laisser jusqu'à, disons, et 39. Ouais, 39.
petit point, vous pourriez décider d'aller directement sur la raison d'être. La raison pour laquelle on passe par un point de vue à un combat, c'est qu'aujourd'hui, on attend des marques qu'elles prennent position et qu'elles exercent un pouvoir d'influence sur leur communauté, sur la société, sur la planète. Une marque qui n'a pas de point de vue, qui n'a pas de combat, est aujourd'hui une marque qui est suspicieuse. Parce que si elle n'en a pas, ça veut dire que son seul combat, c'est de développer ses revenus, son chiffre d'affaires et sa croissance. On n'a jamais 5 ans, si on se projette 5 ans en arrière, on revient 5 ans en arrière, les grands CIO, on ne les connaissait pas. Les marques n'intervenaient pas dans les réseaux sociaux notamment, ne prenaient pas position au risque de dire ou d'avoir un impact qui est qu'il y a des gens qui sortent du cercle de la marque par le fait qu'ils ne sont pas en accord avec la position. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de faire ça. Pour créer de la récurrence dans sa relation avec ses clients, ses collaborateurs, il faut partager des valeurs, partager un combat. Donc, il est possible que vous perdiez des gens qui se disent « je ne suis pas en accord avec ton combat ». Ceci dit, votre marque devient hyper solide parce que le cercle des parties prenantes, des clients, des collaborateurs, etc., sont en accord avec ces valeurs et le combat que vous portez. Donc, ne pas avoir de combat aujourd'hui, c'est un peu casse-gueule parce que vous vous mettez dans la case des marques froides. Les marques chaudes sont celles qui prennent position. 98% des marques pourraient disparaître demain. C'est une vraie statistique sans que les gens s'en préoccupent. Le 2% des marques qui restent, ce sont des marques chaudes, celles qui défendent un point de vue. Donc, on veut vous entendre. C'est autant d'occasions de faire du développement de votre marque, notoriété, familiarité, considération, par le fait qu'on sait ce que vous pensez d'un sujet et on connaît votre combat. Donc, je vais me rapprocher de vous parce que j'ai le même combat. Le mot combat est trop fort, hein. Ça peut être juste une intention d'améliorer quelque chose, mais cette prise de position devient importante, particulièrement dans le registre du développement durable, puisqu'elle vient ancrer à travers votre raison d'être ce combat-là. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que quelqu'un a envie de nous présenter pardon, on a dit 39. Camille, je te laisse la main. C'est bon. Ben non, ben je leur laisse peut-être une minute parce qu'il y en a qui veulent y réfléchir quand même un peu, je pense. Et on y va. Qui veut nous partager son histoire à travers cette courte, idéalement courte phrase? Qui veut embarquer là-dessus? Étienne. De me prêter à l'exercice. Une petite mise en contexte, je suis conseiller en développement durable pour PME Montréal, donc c'est sûr que c'est un peu différent ce que j'apporte. Mais donc, je vais se prêter à l'exercice. Je pense, j'affirme que les entrepreneurs sont conscients et soucieux de l'importance des enjeux du développement durable, mais n'ont malheureusement pas le temps, les connaissances et la flexibilité financière afin d'amorcer pleinement une transition éco-responsable et donc sont intimidés envers cette approche. Alors, je veux briser la perception intimidante de cette transition éco-responsable et faire réaliser que celle-ci représente plutôt une panoplie d'avantages et de potentiel pour eux. Pour réussir, je vise à offrir du temps gratuitement aux entrepreneurs de Montréal afin de leur sauver du temps dans la recherche et la planification d'une stratégie entrepreneuriale durable, ainsi que des pistes de financement afin de faciliter ces dernières. Et je le démontre en participant au webinaire d'information, en faisant la veille d'actualité des aides financières et des mises à jour des technologies propres et méthodologies adaptées aux PME montréalaises. Redonne-moi juste ta raison d'être, si tu veux bien. Oui.
Ma raison d'être, ça va être, pour réussir, je vise à offrir du temps gratuitement aux entrepreneurs de Montréal afin de leur sauver du temps dans la recherche et la planification d'une stratégie entrepreneuriale durable, ainsi que des pistes de financement afin de faciliter ces dernières. OK, ça marche. Le gratuitement n'est pas nécessaire parce que ça ne fait pas partie de ton offre permanente, à moins que tu sois riche et célèbre et que tu n'aies pas besoin d'en vivre. Mais offrir une aide dans le financement, oui, ça l'est. Ton histoire, elle fonctionne super bien. Et ton contenu, je suis en accord avec ça. Si on avait pu le préparer, on t'aurait demandé à l'avance de raconter ce que tu viens de dire. Donc, génial. Pour moi, ça fonctionne. Je reviens sur la gratuité, c'est un détail. La gratuité pourrait être un don de marque. Mais un don de marque, ça se fait vivre au quotidien, puis on ne déroge pas d'un don de marque. J'imagine que c'est en ce sens que ton truc ne marche pas. Il y a forcément un échange commercial à un moment donné. Mais sinon, ça roule. On comprend ton point de vue, on comprend ton combat et ta raison d'être. Ta raison d'être, si elle était plus axée sur les besoins de société et pas de la société, plutôt que des clients, ça fonctionne encore mieux. C'est participer au financement du développement durable ou simplifier l'accès au financement du développement durable. Tu peux aller encore plus loin, qui est de contribuer à faire de notre société une société plus durable. Plus la raison d'être est large et ambitieuse, c'est une destination, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une destination. Donc plus elle est ambitieuse et qu'elle te projette dans l'avenir, sans que tu aies aujourd'hui les moyens de tes ambitions ou que tu n'as pas encore ne pas atteindre une destination, c'est pas si grave. Mais c'est une destination. C'est pas ce que tu fais aujourd'hui, tu es quasiment dans la mission. D'accord? Mais c'est la différence entre la mission et la raison d'être. La raison d'être, c'est une destination. Qui d'autre a envie de partager son plan de match? Roxane, je crois. Pardon, Oui, j'ai un écran petit, je vois pas tout le monde. Catherine et Roxane que j'ai vu, quoi, on pourra OK. des exemples. Bon, donc je me lance. Oui. Je crois que tout le monde mérite des vacances agréables au chalet. Je veux rendre accessible l'hébergement de villégiature en famille en offrant des petits chalets très bien équipés au bord du lac Champlain où vos animaux de compagnie sont les bienvenus. Alors, tu es sur ton offre, sur ta mission. Là, tu es dans un modèle transactionnel. Ce à quoi il faut réfléchir, une hypothèse, hein. Tu pars d'un premier point de vue qui, les familles sont anxieuses et elles n'ont pas les moyens de s'offrir un truc au chalet. Donc, ton point de départ, pardon, on ne se connaît pas assez, donc je vais être forcément à côté, mais ton point de départ pourrait être l'urbanisation et l'endettement ne permet plus aux familles de partir en plein air. Premier point de vue. Donc là, tu tombes naturellement dans ton offre, ou bien tu es sur les familles, l'hyper-anxiété des familles liées à l'hypertechnologie, etc., etc. Les familles se sont perdues de vue et on a perdu les bases et les valeurs familiales. Et toi, ton point, ce serait, ta raison d'être, c'est d'offrir un lieu, un safe space pour que les familles se développent et retrouvent les fondements pour lesquels ils ont créé cette famille. Et tes engagements pourraient être d'offrir une thérapie familiale pendant que vous faites du canot sur le lac, par exemple. Tu vois, quel est l'élément que tu pourrais rajouter? Tout fonctionne dans ce que tu fais, mais tu es dans une offre commerciale. Est-ce que tu pourrais penser, dans ton axe de développement durable, te dire d'aller adresser un sujet qui est plus fort que juste le besoin fonctionnel d'avoir un lieu de vie à la campagne? Quel est ton point de vue de départ sur lequel tu aimerais travailler? Donc, tu comprends que si tu es, par exemple, sur la de connexion entre les générations dans les familles, là, tu viens d'avoir un point d'appui qui devient très fort, qui te permet éventuellement d'aller compléter ton offre avec un don de marque. Et ton offre, c'est vous aider à reconnecter sur les fondations des familles équilibrées, etc. Tu vois l'idée? Donc, ta raison d'être, c'est reconnecter. C'est un exemple. Hein, je comprends. J'ai un peu de misère à l'appliquer parce qu'en fait, c'est vraiment un produit. Là, tu sais, je veux dire. J'en suis
Non, j'en suis C'est pas convaincu. vraiment une expérience qui est offerte, c'est vraiment, tu loues le chalet et on te fiche la paix, là. Donc, Absolument. Ça peut être, on te fiche la paix, c'est un lieu de vie dans lequel il n'y a pas de musique, juste les sons de la nature, parce qu'il faut reconnecter à la nature. Ça peut être quel est l'élément dans ton discours qui va dire que tu luttes pour un projet de société, que ce soit au niveau de la famille, de l'anxiété, je ne sais pas. Là, tu viens de sortir du registre fonctionnel et transactionnel et tu as donné un relief à ta proposition commerciale qui est de t'offrir quelque chose qui va servir, qui va régénérer les familles, qui va répondre à un besoin de société, qui n'est pas juste, tu comprends? Donc, c'est une destination. La question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui mon offre fonctionne ou est-ce que je pourrais lui donner un autre relief et une profondeur en ajoutant des produits, des services, etc. Ça peut être un espace dans toutes les chalets avec une bibliothèque incroyable sur le bouddhisme et je ne sais pas. Donc, c'est ça l'intention, la raison d'être. C'est sortir de la fonctionnalité d'offrir un échange commercial et de réfléchir à une autre destination qui pourrait être d'aller plus loin que simplement le lieu. Bel exemple, je sais que David, tu étais récemment avec à Valmorin, un lieu de vie, on peut louer des espaces. Eux, ils ont pris le couvent Valmorin, si je ne me trompe pas. Inspire-toi de leur site web, il est vachement intéressant. C'est pas une location d'espace, c'est un lieu de ressourcement. Là, il y a une raison d'être qui répond à un point de vue. On n'a plus du temps, on n'a plus de temps pour nous-mêmes, on est stressé par la vie, etc. Tu veux offrir un lieu de ressourcement. Donc, je t'invite simplement à te poser cette question-là. Alors, je suis trop loin de toi et de ta réalité pour quel est l'élément sur lequel tu as une projection vers un besoin de société. Là, va émerger une raison d'être. Catherine, je crois. Ben oui. C'est enrichissant la réflexion. Merci. Fait que je me lance. Contexte, je suis fondatrice de Samara et compagnie. Donc, mon point de vue, je considère que les méthodes utilisées pour valoriser un employé au sein de l'entreprise ne correspondent plus aux attentes et aux valeurs des nouveaux employés. Donc, mon combat, c'est d'éduquer et rendre indispensable l'utilisation d'une approche qui est alignée sur les objectifs d'RSE des entreprises et sur les valeurs plus sociales et environnementales de ces employés-là. Ma raison d'être, je veux proposer des solutions responsables, justement, qui non seulement, en plus de valoriser un employé ou de le reconnaître dans son rôle, va aussi contribuer à mettre en lumière les valeurs responsables sociales de l'employeur, de la personne qui l'embauche, en fait. Donc, mon engagement, c'est vraiment de créer puis d'adapter, d'écouter beaucoup, adapter une offre aux entreprises qui va leur permettre de faire vivre leurs valeurs RSE à leurs employés tout en valorisant leurs efforts. Tout fonctionne. Tout fonctionne, ton offre est claire, tu pars d'un point de vue qui est clair sur la défaillance au niveau des valeurs et de la relation que peut avoir l'employeur et l'employé. Je ne vois pas d'enjeu, ça fonctionne. Je t'invite à Ça se peut pas, là. Non, il y en a sûrement un. Ouais, mais tu es contre ou tu es pour quelque chose. Ça va donner un impact sur ta raison d'être. Soit tu es pour le retour des valeurs humaines au sein de l'entreprise, ou alors tu es contre la déshumanisation des relations interpersonnelles dans les organisations. Tu as deux combats différents. Tu as le fait d'injecter le développement durable. L'axe dont tu parles, notamment les valeurs, on va y revenir, c'est un axe de développement durable. Modèle de gouvernance, conditions de travail, etc. etc. Je pense que ça se clarifiera par la suite, mais si ton axe principal, c'est celui-là, reste sur celui-ci. Et soit tu as une posture d'être pour quelque chose, et soit tu es dans une posture de niche probablement, soit tu es contre quelque chose, puis tu es une posture de challenger, puis de rebelle, et on veut t'entendre dans les médias pour dire c'est anormal qu'il se passe ça, il se passe ça aujourd'hui. C'est là où tu vas prendre du relief. Tu vas atterrir naturellement. Ta raison d'être, elle est claire malgré tout. Si j'avais du temps, je la shrinkerais un peu parce qu'il y a une façon plus simple de le raconter, mais ça fonctionne. Est-ce qu'on a encore le temps de... Non, on est au bout. Ben, il y a Pamela, mais Pamela, peut-être, si tu veux rester à la fin, on va rester, moi et Martin, pendant 30 minutes
si vous aviez des questions, vous voulez affiner votre raison d'être ou le prochain exercice qu'on vous propose, on va en rester pour le regarder avec vous. OK, super. Merci. Donc, on peut tout de suite peut-être passer à la deuxième étape. Donc, la première étape, c'était de trouver votre raison d'être. Après ça, on fait un diagnostic. On vous propose une méthodologie pour faire un diagnostic. Puis après ça, on va faire arrimer les deux ensemble. Donc, le diagnostic qu'on vous propose est basé sur la méthodologie de la certification éco-responsable qui donne en fait 5 niveaux d'éco-responsabilité. Donc, le 1 étant le plus faible et le 5 étant le meilleur. Rassurez-vous, la plupart des entreprises avec lesquelles on fait cet exercice-là sont souvent au niveau 1, 2, 3 au début, rarement au niveau 4 et 5, et c'est pour ça aussi qu'on vous présente cette méthodologie-là. Si vous étiez déjà à 5, vous n'en auriez pas de besoin. Donc, niveau 1, c'est quand on ne prend pas vraiment, il n'y a pas vraiment de prise en compte du développement durable. Donc, niveau 2, c'est bon, c'est une réflexion qui commence à émerger. Donc, vous pensez à quelques éléments du développement durable, mais il y a rarement des politiques qui sont écrites. Niveau 3, c'est bon, on a une politique vous allez voir là, parce que en fait, ces 5 niveaux-là sont sur plusieurs enjeux, sont là pour noter plusieurs enjeux. Donc, par exemple, pour un enjeu d'approvisionnement responsable, on a une politique d'approvisionnement responsable pour le niveau 3. Niveau 4, on va un peu plus loin que la conformité. Donc, on est vraiment dans l'amélioration continue, dans des initiatives qui commencent à être innovantes. Et niveau 5, c'est vraiment la performance globale de chacun des enjeux qui est vraiment exemplaire. Donc, vous êtes vraiment là pour générer de la valeur et vous n'êtes plus du tout là en mode conformité. Donc, comment ça fonctionne, ces 5 niveaux-là? En fait, ce qu'on vous propose, c'est un modèle où on a plusieurs enjeux. Donc, des enjeux qui partent de vous-même, de votre organisation. Ensuite, qui va se découler dans le bien-être de vos collaborateurs. Donc, comment est-ce que le développement durable va venir agir auprès, par exemple, des conditions de travail, de la santé, du bien-être des employés. Et ensuite, comment le développement durable va venir ensuite se découler dans vos produits, dans vos pratiques, donc dans vos émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Puis ensuite, comment est-ce que le développement durable va venir en fait avoir un impact, donc un impact sur plusieurs enjeux. Puis en fait, on a mis une liste d'enjeux. Cette liste d'enjeux-là est, encore une fois, est quand même tirée des enjeux de développement durable de l'ONU et des normes qu'on vous a citées plus tôt. Puis, pour chacun des enjeux, donc pour raison d'être, pour stratégie de l'organisation, pour la culture, pour les produits et les services, vous allez devoir indiquer un niveau. Donc, si vous êtes à niveau 1, ça veut dire que vous faites absolument rien pour le moment. Niveau 2, comme j'ai expliqué tantôt, c'est que vous commencez tranquillement, pas vite, à y intégrer des notions, mais vous n'avez pas encore de politique, vous n'êtes pas encore dans la conformité. Niveau 3, c'est vraiment la conformité. Bon, niveau 4, niveau 5, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, vous allez devoir faire ça pour chacun des enjeux qui est cité là. Et rassurez-vous, c'est normal qu'il y ait certains enjeux où vous soyez à 1 et que votre objectif est de rester à 1 tout simplement parce que c'est un enjeu sur lequel vous n'avez pas beaucoup d'impact. Puis vous n'avez pas vraiment... vous n'avez pas vraiment le pouvoir de faire changer les choses. Donc, c'est normal. Et des enjeux sur lesquels vous allez pouvoir, au contraire, être à 5 parce que vous avez un gros impact et c'est très aligné sur votre raison d'être. Ce que vous voyez en haut, c'est la dette et le don. Martin vous l'a brièvement expliqué, mais je pense que je vais laisser expliquer cette partie-là parce qu'il la maîtrise beaucoup mieux que moi. Je fais simplement, c'est par rapport à votre industrie. Est-ce que vous êtes en dessous de 3, ça veut dire que vous n'honorez pas les attentes minimum. Vous n'honorez pas la dette. Au-dessus de 3 dans votre industrie, si vous allez au-delà de ce qu'on attend de vous, vous avez un don de marque. Le don de marque doit nourrir la raison d'être. C'est évident que les impacts visés doivent refléter votre intention de raison d'être. Si je reprends l'exemple qu'on avait à l'instant, le besoin de réhumaniser l'organisation, etc., l'impact visé, c'est le bien-être des collaborateurs. Donc, votre raison d'être va tomber dans les impacts.
Donc, ce qu'on vous propose, c'est on vous donne l'enjeu, on vous explique chacun des enjeux. Puis, on vous donne des indications de ce que représente un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4 et un niveau 5. Donc, en ce moment, pour, par exemple, la stratégie de l'organisation, un niveau 1, c'est la stratégie de l'organisation n'est pas définie. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est flou, qui n'est pas écrite. Niveau 2, c'est une stratégie qui est quand même agile, qui est mise à jour périodiquement, qui est aussi mise à jour suite à des événements exceptionnels. Par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes dans le tourisme durable, vous êtes dans le tourisme, puis dans les dernières années, le tourisme a été beaucoup accusé d'avoir été émetteur de gaz à effet de serre. Vous mettez votre stratégie de l'organisation à jour suite à des événements, suite à une situation actuelle, par exemple. C'est dans le niveau 2, c'est la direction qui gère l'organisation en fonction du moment présent. Donc, en fonction de ce qui se passe dans le moment présent, on est dans une réactivité au niveau 2. On n'est pas dans une proactivité. Au niveau 3, la stratégie de l'organisation est formalisée. Elle est déclinée périodiquement en objectifs. Là, excuse-moi, Martin, c'est un peu petit, je n'arrive pas à lire, mais je pense que vous comprenez le principe de toute manière pour le niveau 3, le niveau 4 et le niveau 5. Ce que vous devez absolument vous dire, c'est que si vous n'êtes pas capable de dire oui à tous les petits points du niveau 3, vous tombez automatiquement au niveau 2. Et puis, vous allez faire ça pour chacun des enjeux. Vous allez voir dans la boîte à outils qu'on vous a envoyée, il y a le détail de chacun des enjeux. Puis, à la fin, vous allez arriver avec un diagramme qui ressemble à ça, avec des points que vous allez pouvoir bouger dans la boîte à outils. Là, on vous l'a mis en format PowerPoint justement pour que ça soit agile puis vous puissiez jouer avec ça. Puis, une fois que ça va avoir été fait, on va vous dire dans le prochain atelier comment on va le mettre en action. Mais grosso modo, vous allez avoir plusieurs points dans la dette, plusieurs points dans le don. Puis, par rapport à la raison d'être que vous avez identifiée, vous allez vous demander si, par exemple, la stratégie de l'organisation qui est à 2, si vous voulez honorer la dette, donc si vous voulez la rendre conforme, ou si vous la laissez là parce que vous avez, par exemple, parce que vous n'avez pas le pouvoir d'avoir un impact dessus. Donc, vous allez faire ça pour chacun des points. Puis, ce qu'on va vous dire de faire, c'est d'essayer toujours d'honorer la dette, si c'est possible, si vous pouvez avoir un impact dessus, avant d'avoir un don de marque. Et une fois que tous les enjeux sont à 3, tous les enjeux sur lesquels vous pouvez avoir un impact seulement sont à 3, donc sont à la conformité, vous pensez tranquillement pas vite à avoir des dons de marque. Donc, à vous différencier sur certains enjeux du développement durable sur lesquels vous savez que vous pouvez avoir un impact qui va au-delà des attentes des consommateurs. Donc, Martin, je te vois, tu veux parler? Parce qu'en fait, j'essaie de respecter, mais c'est de ma faute, j'ai été trop bavard sur la raison d'être. Bon. Je te prie de m'excuser. En fait, ce que vous avez donc dans la boîte à outils, c'est à chaque fois la détermination, le détail pour comprendre niveau 1, 2, 3 sur tous les registres. Le but du jeu, c'est d'arriver, et ce sera l'objet des prochaines rencontres, c'est comment est-ce qu'on peut honorer la dette. Donc, si vous diagnostiquez comment réussir à aller au minimum des attentes et voir de quelle manière on peut créer des dons dans des domaines spécifiques. Je vous rappelle qu'ici, c'est l'impact qui est issu de votre raison d'être. Et ensuite, dans la prochaine atelier, ce que l'on fera, c'est de prendre votre diagnostic. Ça, c'est les devoirs que vous avez à faire de votre côté. Et puis, on aura une matrice pour chacun des sujets pour travailler sur la façon d'honorer la dette et de créer un don de marque. Ça, c'est l'objectif de la prochaine rencontre. Voilà, donc, vous pensiez peut-être pas avoir des devoirs à faire, mais faire l'ambition de créer en 2 heures une aide, il y a votre part à faire. On se retrouve la semaine prochaine pour discuter de votre diagnostic et on va rentrer dans l'étape suivante qui est d'en faire émerger un plan d'action. Des questions, des incompréhensions? Est-ce que le fichier est bien téléchargeable? Oui. Ok, je vois que oui, merci. Ouais.
Est-ce que la démarche est claire pour vous ou est-ce que vous voyez des enjeux, des questionnements? Je ne vois pas de main levée. Ça vous va? Donc, vous avez la matrice, vous avez le guide complet pour faire votre diagnostic. Semaine prochaine, on rentre en mode plan d'action. Je vous invite à prendre le temps d'aller finaliser votre raison d'être. Essayez de sortir de la transaction. Projetez-vous dans une intention, j'allais dire, citoyenne. Au-delà de l'offre commerciale, la raison d'être, c'est quel service je vais pouvoir rendre à la communauté, quelle qu'elle soit, ou à la planète, ou à l'environnement. Ce n'est pas quelque chose qui est accessible forcément immédiatement, mais projetez-vous comme étant une destination. Quelle est votre part pour améliorer le sort des prochaines générations? Vous allez tomber sous votre raison d'être et ça, vous allez le rentrer directement. C'est votre objectif d'impact, la raison d'être. Martin, Camille, ouais. Juste, je sais qu'on va poursuivre avec ceux qui veulent répondre, qui veulent poursuivre la discussion avec vous. Pour les autres, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez envie de partager l'invitation à des personnes qui voudraient vous rejoindre, on va s'assurer de mettre en ligne ce premier atelier-là dans la vidéothèque des Forces fraîches qui se trouve sur le site web. Comme ça, quelqu'un pourrait suivre la vidéo puis nous rejoindre la semaine prochaine pour l'étape 2. À moins que Martin, Camille, vous avez des objections, là? Non, du tout. Non, c'est une bonne idée, ouais. Parfait. Fait qu'on va faire ça. Pour les autres, si jamais vous voulez voir les autres activités des Forces fraîches, on a du réseautage en nature la semaine prochaine à Valmorin. On a un atelier sur le financement pour les entreprises d'économie sociale le 16 juin prochain. Le lien pour les événements sur la page, sur le site web des Forces fraîches se trouve dans le chat. Je vous libère ceux qui veulent rester. Je vais arrêter l'enregistrement, puis on va pouvoir se parler pour la prochaine demi-heure, ceux qui veulent rester avec nous. Merci beaucoup, Camille et Martin. Merci beaucoup, c'était super intéressant.